Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter sur Arnaud dans lequel je te présente le jeu That Time You Killed Me. Fait qu'on n'est pas dans le Kickstarter, on est dans le Arnaud. C'est un jeu de Pandasaurus Games qui se joue spécifiquement à 2 joueurs. C'est donc un jeu de duel, c'est un jeu de type abstrait, fait que genre échec. C'est un jeu qui va prendre 20 minutes une partie, 25 minutes une partie. C'est un jeu que je qualifierais presque d'évolutif. Parce qu'à chaque partie, on peut rajouter de nouvelles composantes pour complexifier puis ajouter de la profondeur au jeu. Qu'est-ce que le concept de That Time You Killed Me? Ben, l'un de nous deux est le grand découvreur, le grand inventeur d'une machine à voyager dans le temps, et l'autre est son assassin, mais on n'est pas trop sûr qui est qui. Fait qu'on va se courir après à travers les époques pour tenter de s'éliminer l'un l'autre. S'éliminer, il y a beaucoup de consonnes là-dedans. Donc, c'est un jeu où on va avoir 3 plateaux qui vont être identiques, dans lesquels on a des pièces de type échec qui vont se promener, puis on va se courir après en déplaçant ça, puis en tentant de s'éliminer. C'est un jeu très, très, très abstrait. Est-ce que c'est bon? Ben, comme d'habitude, je te montre comment installer le jeu, je t'explique comment y jouer, je te reviens à la fin te dire ce que j'en pense. Au niveau de la mise en place, on va tout simplement commencer en plaçant nos 3 plateaux ici de gauche à droite en allant du plus pâle jusqu'au plus foncé. On va avoir le passé, le présent, le futur. Chaque joueur va choisir une couleur. On a les blancs, on a les noirs, très de type échec. Le joueur blanc va commencer avec un pion sur chaque case numérotée 1. Sont numérotés de 1 à 16. On s'assure évidemment que tous les plateaux sont dans la même orientation. Fait que du 1 en haut à gauche jusqu'au 16 en bas à droite, on les place dans un sens ou dans l'autre, en autant que les 3 soient pareils. Le joueur noir va commencer sur la case 16 sur chaque plateau. Et ensuite, on va déterminer un premier joueur. Disons que dans mon cas, le premier joueur, c'est le joueur blanc. Le premier joueur, il va aller mettre son marqueur d'influence sur le plateau du passé, alors que celui qui va jouer en deuxième va commencer sur le plateau du futur. Si j'avais été le joueur désigné premier joueur comme joueur noir, ben, on aurait commencé ici, le premier joueur sur le plateau du passé, le deuxième joueur sur le plateau du futur. Ensuite, on va aller regarder si on veut incorporer des boîtes supplémentaires dans ce qui vient à l'intérieur du jeu. Je ne vous les montrerai pas pour l'instant. Il y a des petits spoilers là-dedans, des divulgateurs. Ça, c'est des matériels qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Fait que pour le jeu de base, la mise en place est terminée. Donc maintenant, comment gagne-t-on une partie de That Time You Killed Me? Ben, l'objectif est simplement d'éliminer des pièces de son adversaire et de le faire disparaître de 2 des 3 plateaux. Fait que si à la fin de mon tour de jeu, mon adversaire n'est plus présent sur 2 des 3 plateaux, je gagne la partie. Je vérifie toujours la présence de mon adversaire pendant mon tour de jeu et vice-versa. Fait que si à la fin d'un tour de jeu du joueur blanc, il y a 2 des 3 plateaux qui sont vides de présence noire, mais le joueur blanc va l'emporter. Et c'est l'inverse pour moi qui est le joueur noir. On va expliquer dans quelques instants comment on fait pour éliminer l'adversaire. Pour l'instant, je vais me contenter de dire qu'on ne peut pas ramener des pièces. Fait que si je réussis à capturer une pièce, je vais la garder comme trophée. Fait que le joueur blanc va avoir quand même accès à ceux qui sont là, puis éventuellement pouvoir faire apparaître celle-ci, mais n'aura plus jamais accès à cette pièce-ci. Maintenant, comment joue-t-on concrètement à That Time You Kill Me? Ben, si je vais avec la structure du tour de jeu, elle est très simple. Premièrement, on va choisir avec quelle copie on va jouer. Quand je parle d'une copie, ben on sait que c'est un jeu de voyage dans le temps, fait que j'ai ici 3 copies différentes de la même personne qui sont à 3 époques différentes. Et la copie qu'on doit choisir doit se trouver à l'époque sur laquelle nous avons présentement notre influence. Mon influence est ici, j'ai pas le choix de choisir cette copie-là. Si j'avais 2 pions comme ça sur ce plateau-là, ben je pourrais choisir n'importe laquelle des 2. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois qu'on choisit sa copie, c'est juste avec ce pion-là qu'on va jouer pendant le reste du tour de jeu. Fait qu'une fois qu'on a choisi avec quel copie on joue, deuxième étape du tour de jeu, on va prendre nos actions. On va avoir 2 actions à dépenser qui vont pouvoir servir à différentes choses que je vais expliquer dans quelques instants. Et je le répète, c'est super important. Peu importe on a combien de pièces ou qu'est-ce qu'on fait, les 2 actions doivent être prises par la même copie. Si j'ai choisi cette copie-là, mes 2 actions, il faut que ça soit elle. Même si elle change d'époque et elle se ramasse à un endroit qui n'est plus sous mon influence, comme c'est elle que j'ai choisi au début de mon tour, c'est avec elle que je vais jouer pendant mon tour.
Et quand on termine son tour de jeu, ben, on va changer son influence de place. Fait que si j'ai pris mon tour et j'ai joué avec elle, ben mon influence ensuite, je dois la déplacer. Je peux pas la laisser au même endroit. Fait qu'à la fin de mon tour de jeu, je pourrais par exemple déplacer mon disque d'influence ici. Ce qui va dire qu'au prochain tour de jeu, ben, c'est sur ce plateau-là que je devrais activer une pièce. Ensuite, mon adversaire fait la même chose. Il choisit une pièce à l'endroit où il a de l'influence. Il va jouer avec cette pièce-là, puis ensuite, il va déplacer son disque d'influence. Puis on va continuer comme ça en faisant des allers-retours jusqu'à temps que la partie se termine. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec mes actions? Je l'ai déjà dit, quand je commence un tour de jeu, je vais choisir un de mes pions qui est à l'époque où j'ai de l'influence. Disons par exemple que je choisis lui, puis ensuite je fais 2 actions avec. Ben, la première action qu'on peut faire, c'est se déplacer. Si je me déplace d'une case, toujours de façon orthogonale, on ne peut pas se déplacer en diagonale, ça me coûte un point d'action. Fait qu'avec mes 2 points d'action, je pourrais par exemple m'en aller juste ici. Je précise tout de suite que quand je me déplace, si je me déplace là où il y a une pièce, je pousse la pièce. Je ne la capture pas. C'est pas comme ça qu'on élimine. Par contre, si je me déplace et j'écrase une pièce dans un mur, fait que si je faisais un autre déplacement ici, comme lui ne peut pas aller plus loin par là, je vais l'écraser. C'est comme ça qu'on élimine une copie d'un adversaire à l'une des époques. Fait que le déplacement, il fonctionne comme ça, puis il peut avoir un effet domino, par exemple. Là, ça serait pas brillant de ma part, mais si je me déplaçais comme ça ici, il y aurait un effet domino, ça serait cette pièce-là qui serait écrasée. Les autres règles qui sont importantes sur le déplacement, il ne peut pas y avoir de paradoxe. Donc, si je déplace un adversaire et il y a 2 pièces de la même couleur qui se retrouvent sur la même case, les 2 pièces vont être éliminées. Il y a un paradoxe temporel. On a écouté assez de films de science-fiction pour savoir qu'il ne peut jamais y avoir 2 copies de la même personne au même endroit. Et éventuellement, il peut y avoir d'autres types d'obstacles qui se rajoutent au lieu des murs comme ça ici. Mais si j'ai un obstacle, quelque chose qui bloque le chemin, la règle est toujours la même. Si je prends un déplacement et j'écrase quelque chose dans un mur, je l'élimine. Fait que ça, c'est ma première action. Ma deuxième action que je vais faire, ça va être de me déplacer, de voyager dans le temps. Si on voyage dans le temps comme prise d'action, fait que si par exemple je suis ici au début de mon tour, je décide de prendre ce pion-là comme pion pour mon activation pour mon tour, je gagne donc 2 actions avec. Première action, je décide de voyager dans le temps. On peut voyager dans le temps de 2 façons, on peut voyager vers l'avant. Si on voyage dans le temps vers l'avant, on va tout simplement aller sur la même case, mais qui est dans le plateau qui est situé en avant dans le temps. Fait que j'étais dans le passé, case 11. Comme première action, je m'en vais donc dans le présent, case 11. Puis je pourrais le faire encore une autre fois, par exemple. Comme deuxième action, je pourrais décider, ben tiens, je m'en vais là comme deuxième action. Même si mon jeton d'influence est ici, comme cette pièce-là était dans la bonne zone d'influence, mes 2 actions, il faut que je les prenne avec ce pion-là, complètement. Fait que ça, c'est pour voyager dans le futur. Disons que je vais voyager dans le passé. Mon adversaire, à son tour, décide de prendre ses 2 actions. Il s'en va comme ça ici. Il va déplacer le jeton juste ici. Moi, à la fin de mon tour, je n'oubliais pas, je devais déplacer mon focus. Fait qu'à la fin de mon tour, je l'avais placé là. Mon adversaire en blanc joue. Ensuite, ça revient à moi. Je dis, tiens, je vais jouer avec lui. Et on va faire une action de voyage dans le passé. Fait qu'une action de voyage dans le passé, ma première de mes 2 actions, je décide de m'en aller dans le passé. Le principe est le même. J'étais sur la case 16, je m'en vais donc sur la case 16. Par exemple, comme je reviens dans le passé, je vais créer un clone. Fait que je vais remplacer la pièce qui vient quitter par une nouvelle pièce. C'est de cette façon-là qu'on fait rentrer des nouvelles pièces sur le plateau. Puis ensuite, on n'oublie pas que c'est elle que j'ai activée. Fait qu'avec mon deuxième point d'action, par exemple, je pourrais m'en aller ici. Mon adversaire va jouer, il va activer cette pièce-là. Fait que tiens, comme première action, il va aller. J'oublie pas qu'à la fin de mon tour, je dois déplacer mon focus. Fait que mon adversaire active cette pièce-là. Comme première action, il va s'en aller ici. Fait qu'il laisse un clone derrière lui. Comme deuxième action, tiens, il va faire ça juste ici. Ensuite, il va déplacer son focus ici. Ça revient à moi. Fait que là, je dois activer un de ces deux-là juste ici. Tiens, comme première, je vais activer lui. Comme première action, je vais aller juste ici. Et comme deuxième action, ben, je vais me déplacer ici. Fait que je vais l'écraser lui dans le mur. Ensuite, je dois changer mon focus d'endroit. Fait que là, je vais aller jouer ici, par exemple. Ça revient au joueur blanc. Première action, tiens, il s'en va juste ici comme ça. Il m'écrase. Fait qu'il en capture un. Deuxième action, tiens, il s'en va dans le passé comme ça. Puis ensuite, il va changer son focus de place. Il va aller comme ça. On n'oublie pas que quand il va dans le passé, on crée un double qui prend la place. Et on continue comme ça, simplement. Fait que mes 3 choix d'action de base, me déplacer de façon orthogonale, une case, une action. Deuxième choix d'action, voyager dans le futur. Je ne crée pas de clone. La case doit être libre. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Lui ne peut pas voyager dans le futur parce que la case est occupée. Lui peut voyager une fois, mais il ne peut pas voyager 2 fois parce que la case est également occupée. À l'inverse, lui ne peut pas retourner dans le passé. Lui ne peut pas aller dans le futur. Les cases sont occupées. Puis même si c'est par un adversaire. Si par exemple,
on était dans cette situation-là, lui non plus ne peut pas voyager dans le futur parce que la case où il se téléporterait est occupée. Donc, déplacement, voyage dans le futur, puis voyage dans le passé, la seule différence, c'est qu'on n'oublie pas qu'on garde un clone. Dernière chose qu'il reste à dire, je ne peux pas voyager dans le passé si la case n'est pas, si je ne peux pas laisser de clone. Fait que si par exemple, lui, je voyage dans le passé, ou plutôt, disons, lui, je me déplace, puis ensuite, je voyage dans le passé, fait que je laisse un clone, je déplace ici. Mon adversaire qui joue juste ici, ben tiens, il avance, il m'écrase. Ensuite, il va se déplacer ici, puis là, à mon tour de jeu, ben, je décide que lui, je m'en vais là, puis je fais ça comme ça, puis ensuite, je me déplace ici, ce qui veut dire que j'ai laissé un clone juste ici. Mais là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus de pièces noires en réserve, je ne peux plus faire de voyage dans le passé parce que je n'ai plus de clone à créer. Je ne pourrai voyager que vers l'avant. Fait que si éventuellement je prends ce pion-là puis je m'en vais dans le futur, ben ce plateau-là, il est vide pour le reste de la partie pour moi. Fait que dès que mon adversaire va m'éliminer complètement d'un des deux plateaux, je vais avoir perdu la partie. Fait qu'il faut garder ça en tête. Et ça fait le tour des règles de base de That Time You Kill Me. On continue comme ça jusqu'à temps que pendant notre tour de jeu à nous, il y ait 2 des 3 plateaux, qu'il n'y ait plus de présence de mon adversaire. Autre chose importante à savoir sur That Time You Kill Me, c'est qu'on te donne 4 modules que tu peux incorporer dans la partie. On te dit, dans les livrets d'instructions, joue quelques parties, bien maîtriser le système de base, et ensuite ouvre la boîte 1, lis ce qu'il y a dedans et ajoute ça, et amuse-toi. Quand tu as fait quelques parties avec la boîte 1, mais ouvre la boîte 2 et continue comme ça. Là, je ne vous révélerai pas ce qu'il y a dans aucune des boîtes, sauf la boîte 1, vu que tu l'apprends rapidement de toute façon. Ce qui veut dire que si toi, tu veux vraiment l'apprendre par toi-même, tu ne veux pas avoir aucun spoiler, mais regarde dans les marqueurs de temps qui sont en dessous du vidéo, saute par-dessus ce segment-là, je vais encore parler quelques secondes, le temps que tu puisses mettre sur pause puis aller faire ça, puis comme ça, tu ne verras rien puis tu pourras le découvrir. Pour ceux qui veulent voir de quelle façon le jeu peut t'amener de la variété, on va ouvrir la boîte 1 puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on va l'installer en tenant compte de qu'est-ce que la boîte 1 nous amène. Fait que pas que c'est un jeu de voyage dans le temps. Fait que si j'ouvre la boîte 1, premièrement, on va toujours avoir une carte où il y a la narration, parce que c'est un jeu qui a un petit peu de narration. C'est pas du tout un jeu narratif à campagne. Bon, tu as une petite narration comique. Et il y a les règles, la mise en place et les règles qui concernent les nouvelles composantes qu'il y a dedans. Et ensuite, on a différentes composantes qui sont différentes d'une boîte à l'autre. Dans cette boîte-là, les composantes qu'on va avoir, le dernière chance, si tu veux pas le savoir, va-t'en. Fait que dans les composants qu'on va avoir, ce sont des plantes. Fait que les plantes, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans ce cas-ci, ça nous donne accès à une 4e action. La 4e action étant de poser une plante. Fait que si par exemple je suis à mon tour, je suis le joueur noir, je dois donc activer un pion qui est sur ce plateau-là parce que mon marqueur est à côté-ci, j'ai pas le choix d'activer lui. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mes 3 mêmes choix, fait que je peux aller dans le futur, je pourrais aller dans le passé, mais là je peux pas parce qu'il n'y a pas de zone plus au passé que le passé, et je peux évidemment me déplacer. Mais là je rajoute une 4e action qui est de planter une plante. Si je plante une plante, ben, je vais prendre l'une des graines et je vais pouvoir la planter sur ma case ou sur une case qui est adjacente. Disons que tiens, je la plante juste ici. Une fois que je vais avoir planté ma plante, ben, pas qu'on est dans un jeu qui voyage dans le temps. Ce qui veut dire que dans le futur, il va y avoir un buisson. Dans le présent, je vais avoir un buisson. Et dans le futur, il va y avoir un arbre. Qu'est-ce que ça fait que même pour une deuxième action, je pourrais décider, mais tiens, j'en plante une deuxième. Fait que dans le présent, il y a un buisson. Et dans le futur, il y a un arbre. Évidemment, si j'avais été dans le présent, ben, il y aurait ma graine dans le présent, puis le buisson dans le futur. On se serait pas rendu à l'étape de l'arbre. Mais là, dans mon cas, qu'est-ce que ça fait les buissons? Ben, disons qu'au prochain tour, tiens, je décide que je vais jouer juste ici. Le joueur blanc, ben lui, il s'en va, il va aller se réfugier. Les buissons vont bloquer le chemin complètement. Fait que ça devient des cases de mur. Ça veut dire que je peux, si j'avais été comme ça, ben je pourrais pousser un joueur sur un buisson et ça l'écrase, ça élimine le plateau. Fait que ça, c'est pour les buissons. Il y a également les arbres. Les arbres, comment fonctionnent-ils? Ben, disons que moi, après avoir fait mon action, après avoir activé lui, j'ai déplacé lui ici parce que j'ai un plan. Le joueur blanc a joué, donc il allait se protéger dans le coin. Moi, j'étais comme ça ici, fait que le joueur blanc s'en va là parce qu'il sait qu'il va se faire attaquer. Et moi, je dis, ben tiens, je vais déplacer lui ici et je vais pousser l'arbre. Qu'est-ce que ça fait quand on pousse un arbre? Ben, on va le faire tomber. Pouf! Comme ça, ici. Et ce joueur-là va se faire écraser par l'arbre. Je vais donc le ramasser comme trophée. Ça l'élimine. Et ensuite, l'arbre tombé
devient un obstacle. Fait que ça devient un mur. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'arbre qui est tombé, puis c'est important de le faire tomber dans le bon sens qu'on l'a poussé, parce qu'on doit savoir de quelle case il vient. L'arbre qui est tombé devient un obstacle, donc plus tard dans la partie, s'il y a un pion blanc qui est ici, puis je suis là, je pourrais le pousser dans l'arbre et l'écraser. Ça nous donne finalement accès à une dernière action. La dernière action étant d'enlever les semences que nous avons précédemment semées. Fait que peut-être que le joueur blanc, ben là, il n'y a plus de pion ici, fait qu'il saute son tour. On aura compris qu'on ne peut pas jouer si il n'y a plus de pion d'actif. Fait qu'il saute son tour, il s'en va là. Le joueur noir fait quelque chose, il est déplacé avec lui juste ici. Ensuite, ça va se placer comme ça. Et le joueur blanc dit « Tes arbres m'énervent. » Comme première action, je m'en vais ici. Comme deuxième action, j'enlève cette semence-là. Si je l'enlève, ça veut dire que le buisson n'aura jamais poussé. Et cet arbre-là, puis je le sais qu'il vient de la case 11 parce que je l'ai fait tomber dans le bon sens, on l'enlève également. Et ça, c'est le premier module. C'est le module des arbres. Fait qu'on va ajouter, enlever des plantes qui vont pousser à travers le temps puis qui vont nous faire des obstacles ou littéralement des troncs qu'on peut faire tomber sur notre adversaire qui deviennent ensuite des obstacles. Alors voilà, tu connais maintenant les règles de That Time You Killed Me et tu sais comment y jouer. Premièrement, au niveau de la critique, les composantes, c'est un jeu qui n'a pas beaucoup de composantes, donc on ne pourra pas en parler très longuement, mais les composantes, je les trouve vraiment de super bonne qualité, fait qu'on a des petites figurines de plastique noires et blanches, super bien réussies, le petit marqueur de focus, le plateau, il fait ce qu'il y a à faire. Là, c'est un plateau de 4 cases par 4 cases, de plus en plus foncé, fait que l'iconographie, il n'y a pas d'iconographie, mais je veux dire, le graphisme sur le plateau, c'est clair, les tokens, c'est clair. Puis c'est pas un jeu qui est super dispendieux, fait que quand même, c'est un jeu de bonne qualité. Je précise aussi, là, tu vois la boîte est ouverte, ne t'en fais pas, je te montrerai pas ce qu'il y a dedans si tu n'as pas regardé le bout. Dans chacune des boîtes, les composantes qui viennent à l'intérieur sont d'égale qualité. Donc elles sont de très très bonne qualité à chaque fois. Je t'en dirai pas plus. Découvre-les par toi-même, si tu veux aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, si tu veux voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte numéro 1, ça je l'ai montré, mais vraiment regarde ce segment-là, juste si tu vas avoir vraiment une déclaire de comment le jeu évolue, sinon découvre-le par toi-même si tu penses que le jeu va t'intéresser. Le livre de règles est clair, super facile à lire, super facile à comprendre. Il y a des règles dans chacune des boîtes qui s'ajoutent et ces règles sont également détaillées dans le livre de règles et sont détaillées de façon très claire. Il y a une page entière sur laquelle il y a un gros stop qui est écrit, fait que tu sais que là tu rentres dans le domaine du divulgateur, tu n'avances pas plus loin que ça. Mais sinon, les règles sont très très claires. Au niveau des mécaniques de jeu, est-ce que c'est un jeu qui m'a plu? Pour moi, ça a été un coup de circuit monumental. Mais pour apprécier ce jeu-là, tu l'as vraiment constaté en voyant le vidéo les règles, tu dois être un amateur de jeux abstraits. C'est un jeu que tu te casses la tête. C'est un jeu que tu tentes pas de bluffer, c'est pas le bon terme, mais de déjouer ton adversaire avec une stratégie hors norme. Puis c'est un jeu qui amène des mécaniques extrêmement intéressantes. Là, c'est difficile pour moi de te dire tout ce que j'apprécie des mécaniques sans te révéler rien de particulier du jeu, parce qu'il y a des éléments que tu découvres. Mais sur ce que tu as pu voir dans la vidéo, le fait de penser, pas en 3 dimensions, c'est pas le bon terme, mais de penser sur 3 plateaux différents, je peux tenter de piéger mon adversaire en jouant dans le futur et au bon moment faire un déplacement pour revenir dans le passé, ce qui crée un clone dans le futur et potentiellement me place dans une position avantageuse dans le passé pour être capable de me mettre en position où je t'élimine une pièce. J'ai trouvé ça super le fun. Et j'ai trouvé très agréable aussi, puis très tactique, la façon dont tu vas gérer ton jeton d'influence. Quand je joue mon tour de jeu, je commence, je sais que je vais jouer sur le plateau de gauche, c'est là qui est mon marqueur d'influence. J'ai 3 pièces sur le plateau de gauche. J'active celle-ci, je fais tel truc, parfait. Maintenant, quand mon tour se termine, tu as une décision tellement importante à prendre, parce que je vois que au prochain tour, toi, ton marqueur d'influence, il est au présent, par exemple, fait que je sais que c'est là que tu vas jouer. Mais avant de savoir qu'est-ce que tu vas faire, je dois décider, moi, mon prochain tour, où est-ce que je vais jouer. Est-ce que je vais jouer au présent, je vais jouer au futur. Comme j'étais au passé, je peux pas revenir au passé. Je sais que toi, tu vas jouer au présent, fait que le tour d'après, tu vas être au futur ou au passé. Fait que peut-être que je vais aller au futur en espérant que tu ailles au passé, parce que ça va me permettre de revenir au présent avant que toi, tu reviennes au présent, vu que tu n'as pas le droit d'être 2 fois d'affilée à la même place. Si ce que je viens de te dire, ça te donne mal à la tête, c'est pas un jeu qui est pour toi. Si ce que je viens de te dire, tu fais comme oh, ça a l'air intéressant ça, c'est probablement un jeu pour toi. Fait que si t'aimes les jeux qui ont été comme Onitama, comme The Duke, c'est un genre de jeu-là, War Chest à la limite. Tous ces jeux-là amènent un petit quelque chose de particulier au niveau de la mécanique, mais lui, il est brillant de simplicité et extraordinaire dans sa profondeur. Et chaque boîte que tu ajoutes
te rajoute du stock. Et les boîtes, tu peux les utiliser si ça te tente. Chaque boîte s'utilise indépendamment, mais tu peux en plus commencer à les mélanger. Et laisse-moi te dire que il y a une partie qu'on a mis le contenu des boîtes 1, 2, 3 dans la même partie. Ça a saigné du nez, ça a saigné des yeux, puis ça a saigné des oreilles tellement que ça se cassait la tête avec une multitude de pièces qui étaient sur le plateau qui interagissaient de façon différente entre le passé, le présent et le futur. Je trouve ça génial. Je te dirais juste, sans rien révéler, encore une fois en termes de divulgateur, que évidemment, c'est un jeu que la mécanique est dans le voyage dans le temps. Fait que chacun des éléments d'une boîte va toucher à ça. Tu vas avoir des choses que tu vas faire dans le passé qui vont influencer le futur. Ainsi de suite dans chacune des boîtes. C'est vraiment trippant, mais tu dois aimer les jeux de type échec, les jeux abstraits de duel où on se court après puis on tente de se capturer des pièces. Si tu aimes ce jeu-là, ce type de jeu-là, tu devrais aimer ça. Si tu cherches des jeux avec le niveau d'interaction super élevé, qu'on va négocier, qu'on va bluffer, qu'on va être en coopération, qu'on va se développer des stratégies d'engine building avec la gestion de ressources, c'est peut-être pas pour toi, évidemment. Mais c'est le genre de jeu, c'est 5 minutes d'explication, puis après tu peux passer une soirée à jouer en multipliant les parties, puis en tentant différentes stratégies, puis en tentant de piéger ton adversaire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais j'aime les jeux de stratégie, de type duel, de type échec, abstrait. Fait qu'il faut que tu aimes ça aussi. Cela étant dit, j'espère que ça a été clair pour toi, que ça t'a permis de découvrir un jeu qui est vraiment pour moi une recommandation. Il est dans mes tops de l'année, c'est à peu près sûr. Et sur ça, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Venez nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente, d'extraordinaire, de sublime qualité. Sur ça, moi je te dis ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.